18h-19h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonjour à tous, bienvenue dans Time Sport, votre émission quotidienne de sport sur Beurre FM, un week-end sport chargé dont on va parler évidemment pendant une heure sur votre station préférée avec de la Formule 1 au programme. On reviendra sur le Grand Prix du Japon avec Ferrari qui s'est encore planté face à Mercedes. On parlera football évidemment, un petit peu quand même. Le football, la victoire du PSG hier 5-0, une victoire presque historique face à Lyon et la superbe performance de Kylian Mbappé. Évidemment, on reviendra sur les championnats étrangers, on fera un petit focus bien sûr sur le Bayern Munich et le Real Madrid. Ça va mal en Espagne, ça va mal en Allemagne, chez les cadors des clubs européens, le PSG, le Bayern et le Real Madrid, ça va pas du tout en ce moment. On verra ça tout à l'heure avec nos invités. Et puis évidemment, on restera un petit peu en France, dans l'Hexagone, pour parler du LOSC. Après avoir parlé du PSG et de Lyon, on parlera du LOSC. Pourquoi ? Parce que c'est l'équipe qui actuellement est phare dans ce championnat de Ligue 1. Ça cartonne pour le LOSC aux avant-postes actuellement en Ligue 1, le championnat de France de football. Et puis on parlera en fin d'émission du combat du siècle. C'est ce qu'on a entendu dire en tout cas ces derniers jours. Le combat du siècle, c'était McGregor face à Khabib Nurmagomedov. C'est du MMA, évidemment. Restez bien sûr à l'écoute, ça va cogner sur Time Sport. Moi, c'est Alex Sebon, c'est pas Bilal Nenman. Allez, Time Sport, c'est parti. Time Sport. Et pour m'accompagner aujourd'hui dans Time Sport autour de cette table, 4 invités de marque, 4 super consultants. Certains vous les connaissez déjà, ils sont déjà venus cet été autour de la table. Tout d'abord, on présente les aînés, c'est ça Juan José? Oui, les aînés d'abord, évidemment. Juan José Dorado, on ne dira pas l'âge, mais il est là, il est parmi nous. Juan José Dorado, journaliste CNews. Buenas tardes, Juan José. Et puis, sur ma droite, évidemment, un spécialiste NBA, on en a parlé il y a quelques jours avec lui, Vivien Boibanga, entrepreneur dans le sport. Salut Vivien. Salut et salut à tous les auditeurs. Rudy Kazi, il est avec nous aujourd'hui. Rudy, vous le connaissez bien, il est déjà passé chez nous évidemment, chroniqueur VL Radio. Et puis Bassim Baroun, membre des Sales Tips. C'est ça Bassim, explique-moi rapidement, salut, rapidement, redis-nous ce que c'est que les Sales Tips. Alors les Sales Tips, vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, Twitter notamment, c'est des analyses, des débats et surtout des pronostics. Donc on parle un peu de tout, tennis, NBA et surtout de foot, donc foot européen et Ligue 1. On a 2 émissions, c'est le type 4, vous pouvez nous écouter partout, Spotify, Deezer, toutes les applis podcast, vous pourrez nous trouver. Allez, c'est passé, maintenant c'est à nous, on passe au ras-le-bol du jour. Time Sport, le ras-le-bol. Eh bien messieurs, on va démarrer avec la Formule 1. C'était le Grand Prix de Suzuka hier au Japon, victoire de Lewis Hamilton. Vous l'avez vu, vous l'avez peut-être tout simplement lu aussi dans les journaux. Cette victoire pour Lewis Hamilton, c'est évidemment tout bénef. Juan José, je te regarde en premier évidemment. Avant, tu avais l'habitude de parler de Fernando Alonso, bien sûr, alors là, espagnol, mais là, ça commence à faire un moment qu'on ne le voit plus. Fernando va s'en aller d'ailleurs en fin de saison, mais là, c'est Lewis Hamilton. Un des bourreaux de Fernando Alonso à une époque chez McLaren. Tout bénef, cette victoire pour Lewis, il se dirige tout droit vers un 5e titre. Tout à fait, puisque s'il réussit à avoir une différence de 8 points par rapport à Vettel lors du prochain Grand Prix, c'est aux États-Unis, donc il sera champion du monde, et donc évidemment son 5e grand titre. Ce qu'on a vu au Japon confirme effectivement toute la qualité des Hamilton et surtout la qualité de sa voiture face à des Ferrari qui font pas du tout le poids face à Mercedes. Aujourd'hui, Vettel se retrouve, je crois, qu'à 67 points au championnat du monde d'Hamilton. La question qu'on peut se poser, c'est quel va être l'intérêt des prochains Grands Prix avec un Hamilton qui file droit vers ce 5e titre. Et c'est vrai que Fernando Alonso, il est 10e dans le championnat, très loin, à 50 points. Mais par rapport à d'autres années, on a quand même 2 pilotes en Formule 1, ce qui est tout à fait exceptionnel, puisqu'il y a Sainz qui est aussi en Formule 1. Donc on se contente avec ce qu'on peut. Hamilton, c'est 4 victoires de suite, 6 en 7 Grands Prix. Bassim, pardon. Qu'en penses-tu de Lewis Hamilton? Tu crois que voilà, il est
de plus en plus intouchable et voilà, la voie est libre maintenant pour lui vers ce 5e titre. En effet, plus de suspense, supériorité, meilleur pilote, meilleure écurie, pardon. Donc c'est le 4e doublé pour Mercedes. Pour moi, c'est fait, donc plus grand chose à dire à part le féliciter pour son titre. Vivien, la semaine dernière, on en avait parlé de Lewis Hamilton. Il y avait eu cette petite, comment dirais-je, passation de place en plein Grand Prix. Ça avait choqué tout le monde avec son coéquipier Valtteri Bottas. Cette fois, c'est une victoire nettement plus clean à la régulière. Ça t'a plu? Toi qui n'es pas forcément un grand spécialiste de Formule 1, tu nous l'avais dit, mais voilà, tu as pu suivre et ça t'a plu cette victoire d'Hamilton. C'était vraiment net. Et quand on voit, j'ai regardé un petit peu l'écart, par exemple, on voit que Vettel il est 6e et il a plus d'1 minute, donc on se dit que vraiment Ferrari est bien un cran en dessous de Mercedes, et là on voit pas comment, sauf une catastrophe comme il avait connu en 2007, mais là je vois pas comment ça pourrait arriver. Là le 5e titre est quasiment en poche pour Lewis. Rudy Kazi, Lewis Hamilton, bon, on l'a dit, il a gagné, la voie est libre visiblement pour lui. Il a 34 ans, Lewis. Ouais. Est-ce que, voilà, il est champion, il sera probablement champion du monde pour la 5e fois, comme Juan Manuel Fangio. Selon toi, est-ce que le record de Michael Schumacher avec 7 titres est déjà pour, allez, pourquoi pas, d'ici 2 ans, 2020? Hamilton aura la volonté et je dirais même le mental pour aller chercher en fait ce record de Schumacher. Il y est prêt, il est proche, il lui reste encore 2 titres. Il a 34 ans, donc il est relativement jeune en tout cas pour pouvoir égaler Schumacher, sauf que ça va se jouer dans la tête. Parce que c'est vrai que c'est assez éprouvant une carrière de pilote de Formule 1, sur le plan physique et mental c'est éprouvant. Est-ce qu'il va avoir cette ressource pour aller chercher ces 7 titres? Tu en doutes, toi, en tout cas? La ressource mentale? Tu le sens motivé? Je ne doute pas parce que, en fait, ce qui est particulier, c'est que d'un côté, on peut se dire qu'il a vraiment cette capacité à y aller. C'est quelqu'un qui maîtrise très bien ses nerfs au volant. On le voit, la différence, par exemple, d'un Vettel qui, voilà, on l'a vu à l'avant-dernier Grand Prix, on a vu qu'il ne gérait pas bien. D'ailleurs, même le dernier Grand Prix, il a fait une sortie de piste encore quasiment sur le 2e tour. Donc, à la différence d'un Vettel, c'est quelqu'un qui gère très, très, très bien ses nerfs, une très bonne maîtrise de soi. Donc, je pense qu'il a suffisamment de ressources pour y aller maintenant. Est-ce qu'il va pas avoir envie de raccrocher avant? Je sais pas. Mais en tout cas, l'ambition va certainement le porter jusqu'à la régaler Schumacher. Ouais, justement, Sébastien Vettel, c'est le grand perdant de ce Grand Prix. Juan José, on le sent nerveux. Il a encore fait une erreur de pilotage, on va dire, hier, puisqu'il y a eu ce petit accrochage avec Verstappen. C'est la faute à Vettel, la faute de Vettel même. Il fallait qu'il essaye. Il a craqué mentalement, en fait, l'Allemand. Je pense qu'il savait qu'il fallait risquer gros parce que une victoire de Hamilton donc laissait pratiquement le championnat décidé et donc il fallait risquer. Et donc Vettel, je pense qu'il a joué son bateau, ça n'a pas marché. Cela dit, par rapport à Hamilton, comme tu disais, il a le mental. Aujourd'hui, si la voiture est au top, son objectif est d'aller chercher un 7e titre mondial. Alors c'est peut-être son seul objectif. Il faut se rappeler tout simplement les débuts de Hamilton et notamment les problèmes qu'il a eu et les problèmes qu'il a eu quand il était avec Fernando Alonso. Donc on sait que mentalement il est préparé, il a aussi la maturité aujourd'hui et même pour des pilotes comme Vettel qui manquent peut-être un tout petit peu de confiance en voyant l'assurance que montre Hamilton, ça va être compliqué d'aller les chercher. Mais lui, son objectif aujourd'hui, c'est carrément aller chercher ce 7e titre, pour l'instant le 5e, mais je crois que c'est le vrai objectif de Hamilton. Les Ferrari, on les attendait un peu plus haut dans le classement final de ce Grand Prix du Japon. On est en fin de saison, il ne reste plus que 4 courses. On se dit normalement à ce niveau-là de la saison que les Ferrari doivent être aux avant-postes, en train de se batailler, de se battre avec les Mercedes pour le titre mondial, que ce soit pilote ou constructeur. Et là, messieurs, Vivien, ça fait 5 et 6 chez Ferrari, c'est la crise. On peut parler déjà de crise chez Ferrari ou pas? Clairement pour une écurie de ce standing, oui, c'est un vrai échec ce week-end au Japon, mais depuis même quelques semaines, on peut dire que non seulement ils sont dépassés par Mercedes, mais ils n'arrivent même plus, ils ont même beaucoup de mal à accrocher
décrocher le podium. Et Vettel, je trouve, cette saison, il est vraiment très nerveux. Il a multiplié les erreurs depuis Monza notamment. Et clairement, il faut vraiment que la Scuderia se remette en question au plus vite. Bassim, qu'est-ce que tu en penses toi, de cette Ferrari cette année? C'est la crise en fin de saison, on les voyait déjà plus haut, pourtant ils avaient bien démarré. Est-ce qu'il faut tout changer? Tout changer, je sais pas, mais après, comme je viens de dire, c'est une grosse écurie, donc il y a forcément de grosses attentes. Et qui dit résultat en baisse dit forcément une remise en question. On pourrait faire parallèle ensuite avec le foot, mais dans ce type de cas, on est obligé de se remettre en question, on est obligé de changer des choses parce qu'il y a des attentes qui sont élevées. Donc à partir de là, s'il y a des mauvais résultats, on est obligé de changer des choses. Peut-être les pilotes, peut-être la manière d'appréhender la compétition. Mais après, je me fais pas de soucis. Dans 2 ans, 3 ans, ça reviendra de toute façon, c'est toujours comme ça. Ouais, pour toi, ils sont quand même assez proches de Mercedes et pourquoi pas l'année prochaine essayer de talonner. L'année prochaine, en effet. Parfois, ça peut jouer à rien, à un pilote, à un aspect mental, parfois juste la préparation mentale. Donc après, je suis pas assez calé Formule 1, mais à voir, c'est la voiture, tu dis. Le défi, en fait, il est au niveau technique, en fait, parce que Mercedes a réussi à trouver l'alliage d'un très bon moteur et d'un très bon pilote qui connaît bien la maison depuis des années. Donc c'est comme si, en fait, les performances d'Hamilton ont évolué en même temps que celles de Mercedes, en fait. Donc c'est ce ticket gagnant qui fait qu'aujourd'hui ça fonctionne. Vettel n'a pas encore trouvé, je dirais, le développement mental ou une forme de sagesse, d'apaisement. Il est quand même quadruple champion du monde pourtant. Oui, voilà, mais il n'a pas des séries aussi régulières que Hamilton. Et d'un autre côté, effectivement, Ferrari n'a pas retrouvé son lustre d'antan encore pour le moment. Donc c'est une mauvaise passe. Moi, je pense que Mercedes et Hamilton sont encore tranquilles jusqu'à ce que Hamilton puisse rattraper Schumacher. Et puis, il y a quand même un problème chez Ferrari. Parce qu'il faut se poser des questions. Comment est-ce qu'on envoie Vettel courir avec des pneumatiques qui ne correspondent pas? C'est ça aussi. Là, c'est l'erreur vraiment des débutants. Il a perdu beaucoup de temps lors des essais. Et donc, il faut se poser la question, faut-il changer les pilotes? Raikkonen, Vettel, c'est quand même des gens qui savent ce qu'ils font. Ça sera fini pour Raikkonen l'an prochain. Voilà, mais la question est de savoir, mais il y a encore 4 grands prix à courir. Mais la question est de savoir quels sont les changements qu'il va falloir apporter, pas uniquement à la voiture, mais aussi à l'équipe de Ferrari pour éviter des erreurs comme ceux qui ont été commises ce week-end. Le bourreau des 2 Ferrari hier s'appelle Max Verstappen. Il est pilote Red Bull. C'est la 3e fois de suite qu'il fait 3e au Grand Prix du Japon. C'est le pilote peut-être le plus prometteur en Formule 1. En tout cas, il fait beaucoup parler de lui. Hier, il a fait parler de lui parce qu'il a accroché une première fois Raikkonen. Il a écopé de 5 secondes de pénalité. Il y a eu cet petit accrochage avec Vettel. C'est lui la star ou pas à venir de la Formule 1? Peut-être les stars à venir. La personnalité en tout cas. Oui, certainement. Il y a d'autres pilotes qui pourraient aussi exploser lors du prochain Grand Prix et surtout la saison prochaine. On sait qu'il va y avoir beaucoup de changements aussi chez les pilotes. Mais aujourd'hui, malheureusement, comme Hamilton à un moment donné, quand il a commencé, il a été connu par fougueux. Voilà, il était trop fugueux. Et il a eu quand même pas mal de problèmes et d'accrochages. Donc oui, c'est certainement l'un des pilotes qu'il va falloir suivre de très près pour les saisons à venir. Ouais, pour toi, Rudy, c'est l'homme qui va peut-être faire tomber Mercedes l'année prochaine avec sa Red Bull. Il sera débarrassé en plus de Daniel Ricciardo l'an prochain. Ouais, alors Red Bull, c'est une écurie qui est performante, mais qui sont quand même habitués à finir 3e, 4e. Quoi. Là, je pense qu'ils vont finir 4e, il me semble. Donc voilà, quant à pouvoir renverser déjà d'un point de vue technique Mercedes, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais que ce soit pour l'année prochaine ou sur les 5 prochaines années, c'est évident qu'il faudra compter sur ce jeune très performant. Il a les dents longues. Ouais. Il a les dents longues, mais il y en a d'autres aussi. Ricciardo aussi, qui est pas mal aussi, qui pousse bien. Donc on va avoir de belles chutes. Eh bien, on verra ça. En tout cas, l'année prochaine, c'est une certitude. Le prochain Grand Prix, évidemment, nous dira si Lewis Hamilton se rapproche du titre. Une fois de plus, il reste 4 Grands Prix, 100 points à prendre. On va voir si Lewis déjà peut emmagasiner encore et creuser l'écart face à Sébastien Vettel. Nous, on se retrouve dans quelques instants, évidemment. On parlera un petit peu de football. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman. Et oui, vous êtes bien sur Beurre FM.
Sport, c'est votre émission quotidienne. C'est un plaisir en tout cas d'être avec vous. Aujourd'hui, on va parler football, bien sûr. On va faire un petit tour du côté du Bayern Munich, du Real Madrid. On reviendra en France aussi tout à l'heure. On va parler du LOSC, c'est la surprise de ce championnat de Ligue 1. Et puis on parlera combat, le fight de ce week-end. C'était Conor McGregor face à Khabib Nurmagomedov. C'était le combat du siècle, c'est ce qui s'est dit en tout cas. Mais pour l'instant, on va revenir en France. On va rester en mode Ligue 1 avec la victoire du jour. Time Sport, la victoire. Je crois que personne n'est passé à côté de cette victoire, messieurs. Le PSG, le Paris Saint-Germain a cartonné, a étrillé, a malmené l'Olympique Lyonnais hier 5-0. Juan José Dorado, impressionné? Pas tellement. Ah, Pas tellement. Parce que vous dites le PSG, je dirais Neymar et Mbappé. Pas faux. Impressionné. Surtout. La première mi-temps, on a vu du foot. C'était un match. On est arrivé à 1-0 au vestiaire, mais il y a eu... avec 2 expulsions. Avec 2 expulsions. Et par contre, ça a complètement explosé du côté des Lions en deuxième mi-temps. Alors, je ne suis pas surpris, tout simplement parce qu'on a vu ce que le PSG a fait il y a une semaine face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Et donc, on voit qu'ils sont en pleine confiance. On voit que de toute façon, la Ligue 1 aujourd'hui pour eux, c'est trop petit. Ils s'amusent. Ils l'ont démontré hier soir. Je suis inquiet surtout pour la Ligue 1 dans le sens où il n'y a plus de compétition. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à 8 points devant le deuxième dans le classement. Alors, j'espère rapidement voir le PSG confronté à des vrais rivaux. L'Étoile Rouge ne l'était pas. Comme Naples en Champions League. Et ça, on va commencer à voir quelle est la vraie valeur de cette équipe du PSG. Parce qu'en France, aujourd'hui, ils se promènent. Nassim, impressionné? Pour toi, c'était une victoire évidemment logique pour le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas eu match à la vue du score, mais finalement dans le jeu, est-ce que ça t'a plu? À la vue du score, il n'y avait pas match. Mais après, quand on regarde la première mi-temps, on voit un OL agressif qui prend bien le PSG. L'OL a cette capacité à pouvoir bien jouer face au PSG, contrairement aux autres équipes en Ligue 1. Ce qui fait justement que l'écart se creuse à chaque fois entre le PSG et Lyon, parce que Lyon joue mal contre les petits, mais face au PSG joue bien. Ça a été mal géré, pour moi c'est l'expulsion de Touzard, c'est un tournant de ce match. L'OL pouvait faire quelque chose, l'OL a eu énormément d'occasions, mais a très mal géré avec cette expulsion stupide de Touzard. J'ai bien aimé le match de Depay, c'est dommage en fait après la sortie de Fekir d'avoir laissé Depay en pointe et de ne pas avoir plus utilisé Depay dans le cœur du jeu, parce que je pense qu'il aurait pu faire la différence là-dessus et aurait pu apporter à Lyon plus qu'à un Maxwell Cornet qui, on l'a vu encore une fois, c'est pas son niveau, et on voit juste une différence de niveau entre les deux équipes et une différence d'expérience. Mais malgré tout, l'OL a cette capacité à essayer de faire quelque chose, à titiller le PSG. Le PSG, après, quand t'as Neymar qui fait ce type de match, quand t'as Mbappé qui, après une première mi-temps un peu timide, arrive après à se réveiller et enchaîne 4 buts en 13 minutes, tu peux rien faire, tu peux juste apprécier et respecter. Vivien Boibanga, Bassim nous dit il y avait quand même du bon dans cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que le score est finalement trop sévère pour toi? C'est un peu sévère quand on voit la première mi-temps de Lyon, où je trouve que Lyon, le premier quart d'heure, ils ont quasiment 70% de possession. Mais alors sur l'ensemble du match, je m'attendais clairement à voir Paris s'imposer, mais effectivement l'expulsion lyonnaise assez stupide. Je suis totalement d'accord, c'est un vrai tournant. Et puis en face à Paris, il y a juste 2 monstres. Hein. J'ai trouvé ça impressionnant, mais tous les week-ends on est impressionné par Neymar et Mbappé. Donc effectivement, le Paris qui gagne 5-0, on se dit même dans un match comme ça où on peut arriver chez eux et leur mettre 70% de possession, au final, la moindre erreur avec Paris, ça se paye cash pour les équipes adverses. C'est la fessée. Rudy Kazi, chroniqueur Radio VL. Tuchel, notre ami Tuchel, l'entraîneur du PSG, il est en train de réussir son pari. Ouais, mais en fait, ce pari, il ne le réussit pas quand tu regardes le titre. Le pari, en fait, moi, je pense qu'il l'a quasiment réussi en fait dès le début de la saison. Et il a gagné en fait au niveau mental, au niveau de l'adhésion qu'il a pu obtenir dans le vestiaire. Parce que lorsque tu regardes la manière dont ils avaient fêté le trophée des champions, il y avait une communion avec ce coach dont on a l'impression qu'il existait, qu'il était dans le club depuis 3-4 ans. On se
dit mais attends, qu'est-ce qui se passe, quelque chose de nouveau, et ça a tranché vraiment avec le comportement que les joueurs avaient avec Emery par exemple. Et je pense que la victoire d'hier, celle contre Belgrade, finalement relève de cette communion que Tuchel a avec ses joueurs. Il a pu recentrer les cadres autour de leur priorité première, donc d'apporter de l'expérience à ce groupe, et en même temps de pouvoir donner des moyens de s'exprimer sur le plan technique. C'est un mal pour un bien, par exemple, d'avoir Verratti blessé. Ça a permis finalement en fait de retirer un milieu de terrain et de faire jouer un milieu offensif en plus. Donc avec Di Maria qui est maintenant titulaire par rapport à l'année dernière, lui aussi sur la lancée de son mondial, il retrouve un petit peu une bonne forme. Donc le PSG est vraiment lancé. Le score d'hier, il est complètement anecdotique. Le match hier, il veut rien dire du tout, quoi. Ça marque vite, puis après il y a les expulsions, etc. C'est vraiment anecdotique. Je pense que le match d'hier ne nous apprend rien sur ce que le PSG peut faire en Ligue 1. Il ne nous apprend rien non plus sur ce que Lyon est capable de faire dans sa lancée aussi de son match en Ligue des Champions contre City. C'est un club qui peut embêter Paris, certes. Moi, je pense que de toute façon, le défi pour eux, c'est de finir deuxième ou troisième si avec Marseille, s'il n'y a pas trop de concurrence, quoi. Donc, moi, je suis très satisfait du début de saison du Paris Saint-Germain. Maintenant, comme tu mais disais, pas Juan José, visiblement. Je crois que Tuchel, c'est pas sa cam. À la question, est-ce qu'il réussit Thomas Tuchel? Attendez, il n'a fait que 12 matchs. Et sur les 12 matchs, le match important, c'était face à Liverpool, il s'est planté. Parce que le match face à Lyon, c'était pas une référence. Le match face à l'Étoile Rouge, c'était pas du tout une référence. On attend voir ce qu'il va être capable de faire face à Naples. Je suis pas d'accord, écoutez, parce que l'Étoile Rouge a quand même fait un match nul contre Naples. Donc en fait, mais ils ont réussi quand même à 1-0. Ouais, mais Liverpool a perdu contre Naples. L'Étoile Rouge a fait match nul contre Naples. Ce groupe, il reste ouvert et les pronostics qu'on avait engagés dès le départ peuvent être totalement faux. Donc ça veut dire que Paris Saint-Germain a encore son épingle à jouer. Oui, et bien sûr. Et c'est vrai qu'il s'est entre guillemets planté, mais c'est les joueurs qui se sont plantés parce qu'ils n'ont pas mis l'intensité qu'il fallait contre Liverpool. Et j'ai tendance à penser que ce match est comme un déclencheur et qui explique pourquoi Paris est en meilleure forme maintenant. Je pense qu'ils ont pris en fait la mesure de ce qu'est un match de sur les 12 matchs de Ligue des du Champions. PSG depuis le mois d'août, jamais il a refait la même composition d'équipe. C'est normal, Jamais. c'est un nouveau coach. Il cherche peut-être, il cherche en prévision de grands matchs. Vous pouvez jouer par la suite. face à l'Étoile Rouge, face à une équipe en Ligue 1 avec un milieu de terrain à 2 à plat, avec Rabiot, Verratti. Quand vous avez en face une grosse écurie, vous vous plantez complètement. Donc, Non, il n'a pas encore son par système. rapport à la Il n'a pas encore son système. Il n'a pas une composition complètement établie. Et moi, j'attends de voir quand, à partir de décembre, janvier, Dani Alves va revenir. Est-ce qu'il va être titularisé? Est-ce qu'il va céder à Neymar? Ou est-ce qu'il va laisser Meunier sur les Quand il y a match Je veux dire, entre vous deux, les amis. non, mais la question, c'est-à-dire la qualité on du est à jeu 12 matchs. du Paris On est à 12 Saint-Germain, matchs. c'est pas Daniel on Alves est qui va encore trop loin. Donc, changer. premier match, c'est face à Naples au Parc des Princes. Et puis, il y a le match retour au mois de novembre. Et là, on verra effectivement ce que cette équipe du PSG vaut vraiment. Parce que tu as tout à fait raison. Oui. Sur la Ligue 1, aujourd'hui, ils vont gagner la Ligue des Champions non plus. Mais de toute façon, pour juger il vaut Paris, mieux. Bassim. pour juger Paris ou pour juger Tuchel, il faudra attendre novembre, mais surtout il faudra attendre février. C'est là où on verra la différence avec Emery, parce que le PSG peut battre 5-0 Lyon, peut battre 6-1 à l'Étoile Rouge de Belgrade. De toute façon, c'est anecdotique parce que le PSG est supérieur. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est en huitième de finale, dans les matchs importants. Et c'est là où on verra sur l'aspect mental ce que Tuchel a réussi à avoir sa patte sur son effectif. À l'heure actuelle, bon, il y a des belles images, mais après, il n'y a pas encore eu de couac. Le seul couac, c'était face à Liverpool. L'équipe a plutôt bien réagi. Après, c'était sur un match de poule. Est-ce que sur un match aller-retour où tu gères mal le match aller, je veux voir la réaction de l'effectif et comment Tuchel va arriver à s'occuper de son équipe. Ça, c'était pour le PSG Lyon, la victoire du PSG face à Lyon. Maintenant, on va passer aux choses qui fâchent côté football, évidemment, en Europe. Il y a des clubs, très grands clubs, qui vont pas bien du tout. C'est l'incroyable mais vrai. Time Sport. Incroyable mais vrai, les amis. Le Bayern Munich, 5e du championnat. Et le Real Madrid, attention Juan José, tu me dis si je me trompe, je crois qu'ils sont 6e de la Liga. Le Real Madrid. Hein. Ils sont 4e. 4e? Oh là là, à vérifier. Le Real Madrid. Le problème du Real Madrid d'aujourd'hui, c'est que c'est une équipe
qui a souffert un tremblement de terre avec le départ de Zidane, le départ de Ronaldo. Et puis il a fallu revoir tout, puisqu'il y avait des joueurs. Cinquième, ils sont le Real Madrid. C'est moi qui me suis trompé, mais qui avait tort point. aussi. Cinquième, mais il a fallu revoir toute sa stratégie. Des joueurs qui étaient sur le départ, Gareth Bale reste, Benzema reste, Isco qui était aussi sur la liste de départ à un moment donné est resté. Et là, il faut quand même tout relativiser. Est-ce que, messieurs, Juan José, je te pose rapidement la question, on demandera à nos camarades aussi autour de la table, Lopetegui, c'est l'homme de la situation ou pas? Je ne le crois pas, j'ai jamais cru qu'il était l'homme de la situation. Il faut juste se rappeler qu'aujourd'hui, le Real n'est qu'un seul point de la tête du championnat. Le Bayern est quand même un peu plus loin, je crois qu'ils sont à 4 points. Donc le Real, parce que le championnat est équilibré cette année. De Barcelone, moins de. Des bonnes performances, mais Lopetegui, pas le mauvais début de saison du Real. Moi, je pense que le problème vient de Pérez, qui a très mal géré la transition. Déjà, en préparant mal le remplacement de Zidane, on se rappelle des péripéties qu'il y a eu pendant la Coupe du Monde avec l'annonce de Lopetegui, qui n'était pas encore parti, mais qui avait été annoncé et qui du coup s'est fait virer. Derrière, Yvan CR7, mais quid du remplacement, il le remplace par qui? En réalité, il le remplace par personne. Ah si, c'est vrai, il le remplace par quelqu'un. Il le remplace par Karim Benzema, parce que Mariano n'est pas titulaire dans cette équipe. C'est Karim Benzema qui ne met pas un pied devant l'autre depuis au moins 2 saisons. Des statistiques qui sont... On a quelqu'un qui nous parle de pronostic, qui nous donne des conseils sur Internet. Bassim Baroud, un petit mot sur Karim Benzema. Rudy, ça suffit de taper sur Karim Benzema. Bassim Baroud, allez-y. Là, c'est dur, parce que c'est pas Benzema techniquement qui remplace CR7, c'est Gareth Bale. Ouais. Et le problème de Pérez, c'est que pour moi, c'est pas cet été. C'était déjà l'été dernier où le Real sort d'un doublé Coupe Ligue des Champions et Championnat, et tu perds James, Pep, Danilo, tu perds un autre joueur, et le Real n'a pas voulu remplacer ces joueurs, donc déjà tu perds ton plan B, donc ton équipe bis. Ah mais ça c'est de la faute de Zidane. La faute de Zidane et Pérez qui ne voulait pas investir. Et on a continué là-dessus avec la saison dernière où en championnat c'était catastrophique, mais en Ligue des Champions, un peu l'arbre qui cache la forêt, le Real, parce que le Real a de la marge de toute façon face aux adversaires. On en parlait tout à l'heure, les matchs aller-retour, le Real sait gérer ça, et avec ses cadres, continue, tu perds un autre cadre, tu perds Vivien, à toi Vivien, on passe rapidement sur le Bayern. Je pense que c'est d'accord avec mon collègue. Enfin, je pense qu'ils ont eu du à gérer, à renouveler le cycle tout simplement. Ils ont quasiment tout gagné. Enfin, les 3 dernières Ligues des Champions, et que ce soit surtout offensivement, parce que là on reste sur 500 minutes sans marquer. C'est un petit peu la stat qui circule, 500 et quelques. Vous pourrez vérifier sur internet, mais je pense que dans la gestion de Pérez, aussi bien au niveau de l'entraîneur que des joueurs, ça se trouve. Rapidement. Sur Pérez, on est tous d'accord, c'est pas le président le plus affouté qu'il y a dans la Ligue espagnole. Sur Lopetegui, rappelez-vous tout simplement que la seule expérience de Lopetegui en championnat, c'est Porto. Ça s'arrête là. L'expérience de Lopetegui qui est propulsée à la tête du Real Madrid, c'est juste Porto. Donc c'est encore la faute de Pérez. Rudy, sur le Bayern Munich maintenant. Ça y est, on a beaucoup parlé du Real Madrid, on a compris pour l'instant, si on comprend bien, ça devrait aller mieux quand même dans les semaines qui viennent selon Juan José au Real Madrid. Au Bayern Munich, en revanche, l'homme de la situation, c'est Niko Kovac. Lui aussi, il n'a pas beaucoup d'expérience. Est-ce que là, il n'y a pas une erreur de casting, même si Uli Hoeneß, le président du Bayern, a dit gérer avec lui jusqu'à la mort? Ouais, le Bayern, mauvais début de saison depuis très longtemps. 5e place pour le Bayern, 4 victoires, 1 nul, 2 défaites, dont la dernière, là, c'était vendredi, si je dis pas de bêtises, 3-0 face à Gladbach. Là, le Bayern est en crise, mais en même temps, la Bundesliga, c'est entre guillemets assez facile à gérer pour le Bayern. Ils peuvent très bien revenir en deuxième partie de saison, donc je me fais pas trop de soucis, et leur nouveau coach Kovac a besoin de digérer, je dirais, l'ogre munichois, qui est en fait un club qui pèse trop en fait sur les entraîneurs. L'institution est devenue tellement pesante entre les anciens joueurs qui sont dirigeants. Ils sont au moins 3 anciens joueurs dirigeants, et je pense que ça pèse sur les difficultés. Bassim, rapidement sur ce Bayern Munich, qui est 6e en championnat d'Allemagne. Je suis d'accord avec Rudy, surtout par rapport à l'institution qui pèse. On a la même chose avec les cadres de l'équipe. Revoir à chaque fois Robben, Ribéry, Müller, à chaque fois à un moment tu te poses des questions. Puis il y a également le problème de l'infirmerie où chaque année tu as des
problème des blessures côté Bayern. Il y a un problème dans la préparation physique. Il n'avait pas viré l'ancien fermier qui était très bon et qui Müller était depuis des années. Il a mal été remplacé derrière. C'est ce qui s'est passé, mais et à chaque fois, tu as ces problèmes de blessures et c'est récurrent. Après, le Bayern a de la marge sur la Bundesliga. L'année dernière, c'était pareil. Mauvais début de championnat. Bayern a fini avec 15 points d'avance, je sais pas combien, sur Dortmund. Et on se rappelle, Ancelotti s'était fait virer après le match au Parc, un non-match de l'équipe, donc là c'est un peu pareil. En un mot, es-tu confiant, ça devrait aller mieux pour le Bayern ou pas? Mieux en Bundesliga, oui. Après en Coupe d'Europe, non. Il ne va pas aller au bout. Te révèle toujours une bonne équipe. L'année dernière, c'était Salzbourg. Et il y a un risque, je crois que c'est Hoffenheim qui est en très bonne posture. Il y a un risque quand même qu'il les gêne jusqu'au bout, mais bon, ça ne devrait pas les empêcher. Allez, une petite respiration et on revient dans quelques instants. Évidemment, on continuera à parler football. On reviendra en France avec le LOSC, la révélation de la Ligue 1 pour l'instant. Le LOSC en très bonne position, qui a battu Marseille il y a quelques temps, qui est là, qui est toujours sur le podium de la Ligue 1. C'est la surprise avec l'entraîneur Christophe Galtier. C'est bip bip, comme on les appelle devant, là, les Karamoko Bamba, Pépé et compagnie. On va voir. Allez, pendant quelques instants, on y revient. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h, Time Sport avec Bilal Nedman. Ouais, on est sur Beurre FM, Time Sport, c'est votre émission quotidienne qui vous parle de tous les sports. Évidemment, cet après-midi, on est avec Juan José Dorado, journaliste CNews, Vivien Boyi-Banga, entrepreneur dans le sport, Rudy Kazi, chroniqueur chez VL Radio, et Bassim Baroun, des Saltips, c'est des conseils dans les paris sportifs. Hein, si j'ai bien compris, Bassim, tu me dis si je me trompe. Pour l'instant, c'est ça. Tout à l'heure, on parlera du combat du siècle. Évidemment, c'était le MMA, McGregor face à Nurmagomedov. Et pour l'instant, c'est le duel. On va parler du LOSC. Time Sport. Le duel. Le football, la Ligue 1, on est là. Il est 18h45 sur Beurre FM. On parle du LOSC, messieurs, parce que le LOSC, Bassim, c'est la surprise de cette Ligue 1, deuxième du championnat devant Lyon, devant Marseille, devant Monaco évidemment, derrière Paris bien sûr. Ça te surprend cette aventure lilloise jusqu'à présent? Évidemment, c'est surprenant quand tu regardes par rapport à l'année dernière, quand ils se maintiennent en toute fin de championnat, donc tu te dis quel chemin parcouru. Après, tu prends du recul et tu te rappelles de toutes les années où tu as eu des équipes qui, au mois d'octobre, qui étaient deuxième, troisième et qui, en fin de saison, au final, finissent dans le ventre mou. Ça peut aller très vite. Et surtout pour le LOSC, attention au mercato d'hiver. Connaissant la manière d'opérer du LOSC, il y a peut-être moyen qu'ils vendent un de leurs trois cet hiver s'il y a une grosse offre derrière. Donc, je ne miserai pas forcément sur eux pour terminer dans le top 4 parce que je pense que Lyon, Marseille vont se reprendre. Vivien, sur le LOSC, le parcours de quasi relégable l'an dernier, là on est sur le podium, on vise même peut-être pourquoi pas une place en Ligue des Champions. C'est vrai que c'est excellent début de saison par rapport à leur effectif, même s'il est très intéressant, mais je m'attends quand même à voir peut-être Lyon, voire Marseille quand même repasser devant sur le long terme. Et effectivement, j'attends de voir si ça va tenir sur la durée, mais là pour l'instant, on voit un dernier match contre Saint-Etienne. Ils font le boulot contre la plupart des équipes de Ligue 1, quoi, sauf les gros, donc c'est vraiment... Pour l'instant, tous les voyants sont ouverts, on va dire. Christophe Galtier, Juan José a mis une équipe en place, ça joue vite, ça joue bien. On a vu, c'est assez plaisant à regarder, mais c'est un feu de paille pour toi ou ça va durer quand même? C'est trop tôt pour le dire, parce qu'effectivement, c'est surprenant de le voir aujourd'hui deuxième de la Ligue 1. J'ai des doutes par rapport au fait qu'il puisse tenir la distance. Tout à l'heure, on parlait du PSG, on disait le mois de février. Verrons ce qui se passe au mois de février, au mois de mars. L'effectif est un effectif qui est un bon effectif, mais j'ai du mal à penser qu'ils vont tenir la distance, surtout qu'aujourd'hui, attention, Marseille ou Montpellier sont juste à 3 points derrière. On peut décrocher très rapidement. Oui, dans les autres clubs, en général, on nous dit pour jouer le haut de l'affiche, il nous faut des grands joueurs, il nous faut des cracks, évidemment. On met un petit peu de côté le Paris Saint-Germain avec Neymar, Mbappé, Cavani, Di Maria. On parle là vraiment des outsiders de ce championnat, ceux qui se battent pour la deuxième place, l'OM, Lyon. On vise toujours des grands joueurs, on nous dit il nous faut des grands noms, il nous faut un grand attaquant, il nous faut ceci, il nous faut cela.
là, Rudy, avec Loïc Rémy, Nicolas Pepe et Jonathan Bamba, j'ai dit Karamoko, je voulais dire Jonathan Bamba. Qu'est-ce qui fait que ça va mieux qu'est-ce qui fait factuellement là, qu'est-ce qui a pu changer dans la tête de tous ces joueurs qui étaient au plus là l'année dernière au départ avec Bielsa, ensuite il est parti plus ou moins rapidement. Christophe Galtier a pris la suite et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Lille est deuxième du championnat? C'est la Galtier Mania. Je dirais qu'à Saint-Etienne, déjà, il avait déjà fait du bon boulot. C'est quelqu'un qui aime bien travailler avec les jeunes. On l'a vu à Saint-Etienne, voilà, il a fait monter quelques jeunes. Et l'arrivée à Lille, c'était tout simplement de pouvoir remplacer Bielsa. Déjà, en fait, changer le modèle de coaching, être moins sur le dos des joueurs comme Bielsa pouvait le faire. Donc, je pense que déjà, ça a pu permettre aux joueurs de se libérer mentalement. Ensuite, il a posé ses bases tactiques qui sont pas des bases révolutionnaires mais qui marchent bien. Je pense en fait les joueurs tout simplement sont libérés mentalement avec Galtier. Donc ça c'est une première victoire de fait. Et comme je disais déjà, il aime bien aussi jouer avec les jeunes, donc il a réussi à trouver une bonne osmose. Et c'est cette osmose qui va peut-être faire que Lille sera une équipe surprise peut-être sur cette année de Ligue 1. Parce que même quand tu regardes en fait leur calendrier, bon voilà, ils vont jouer Dijon. Bon, Dijon ça va. Ils vont jouer Caen, qui est 15e, qui fait pas un bon début de saison. Donc bon, le calendrier est pas très contraignant pour eux. Je pense qu'ils peuvent avoir encore une bonne série. Le retour de l'hiver risque d'être un petit peu dangereux pour eux, compliqué comme beaucoup d'équipes qui jouent le maintien. Mais l'osmose est en train de prendre et finalement, il va aussi donner aussi cette plus-value, comme on disait tout à l'heure, il va donner en fait une plus-value à ces joueurs qui avaient été recrutés justement pour dans le modèle économique de l'époque, tu sais, avec les controverses, etc., de pouvoir vite monter en compétences et d'être rapidement vendus pour renflouer les caisses de Lille. Donc l'objectif va être atteint, mais du coup pas avec Bielsa, avec Gasset, je pense que voilà, il y a une équipe qui est en train de monter cette saison. Lille sera en tout cas meilleure que l'année dernière, c'est déjà une bonne chose de fait. Trois procès, ouais, Lille va embêter les grands clubs, soi-disant grands clubs du championnat de France jusqu'au bout. Au moins pendant le premier tour. Là, effectivement, je pense qu'ils sont capables d'embêter. Après, tu parlais du modèle économique. Et ça joue une fois par semaine, hein, Lille, contrairement aux autres équipes, hein, bien sûr. Oui, c'est vrai. Mais tu parlais du modèle économique, et ça, par contre, c'est inquiétant. Parce qu'effectivement, si tu fais monter des joueurs qui vont prendre de la valeur, au bout d'une saison, tu vas les vendre, ça va remplir peut-être les caisses, mais tu vas revenir au début. Et donc, je pense qu'effectivement, l'important, on l'a dit l'année dernière on l'a dit l'année dernière avec Marseille. Il faut construire un projet, il faut garder un entraîneur, il faut avoir un directeur sportif qui soit là pendant 3-4 ans, qui puisse créer un projet. Alors, ce projet commence aujourd'hui parce que le passage de Bielsa, il vaut mieux l'oublier. Avec Galtier, si on lui donne le temps, je suis pas sûr que le président de Lille soit prêt à lui donner le temps si ça commence à aller mal. La première mi-temps de la saison, ils vont faire un beau championnat, mais après je crois qu'ils vont s'effondrer. Bassim, justement, le projet des anciens propriétaires d'ailleurs du LOSC, c'est d'en faire un grand club dans le Nord. Avec le nouveau stade, on a une super enceinte à Lille, pour ceux qui s'y sont rendus. Là, cette fois, Gérard Lopez, on avait l'impression qu'il y avait une volonté de faire un club, mais en même temps de jouer un petit peu avec, comme à Monaco. On fait monter des joueurs, on les revend, c'est du trading de joueurs un peu. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Du coup, là, c'est quoi? Ça fausse les plans les plans même du président ou finalement ça va rentrer dans l'ordre, Lille va se repositionner dans une bonne première partie de tableau, mais pas devant l'OM, pas devant Lyon. Je pense que ça ne fausse pas forcément ses plans, je pense que ça l'arrange parce que tu te retrouves avec des joueurs qui viennent jouer à Lille en prenant le club pour un tremplin, en se montrant, parce que la Ligue 1 ça reste un bon championnat malgré tout, tu vas te montrer, tu seras revendu soit cet hiver à un West Ham ou une équipe comme ça, ou soit l'été prochain. Donc ça ne fausse pas forcément ses plans tant qu'il se maintient. Après il rachètera d'autres joueurs et il continuera à faire ça. Quels sont selon toi là, les joueurs qui potentiellement déjà donnent satisfaction et peuvent ensuite voilà, pourquoi pas postuler un départ avec un gros chèque à la sortie? Je me dis que s'il y a une offre de 35-40 millions pour Pépé cet hiver, je pense qu'il... 40 millions, Pépé c'est 40 millions aujourd'hui. Tu peux pas, pour un club comme Lille, tu peux pas garder le joueur trop longtemps, c'est risqué. Donc si cette offre vient, on sait que les clubs anglais, l'hiver, sont pris de lubie et veulent l'acheter très vite. Donc il y a moyen que ça se fasse. 40 millions, ouais, peut-être, mais plutôt en fin de saison, lorsqu'il aura donné une première saison satisfaisante,
pouvoir réussir à faire casser l'échec. Mais de toute façon, ils ont quand même si leur modèle économique, c'est de revendre des joueurs qui font une grosse progression avec une grosse plus-value, ils ont quand même besoin d'obtenir quelques résultats sportifs. Et Pépé, tu l'enlèves là à l'hiver, mais t'es mort, quoi. Mais imagine sa valeur baisse. Si sa valeur Ou baisse. si lui-même se blesse, par exemple, au mois de janvier. Et sa valeur va février. descendre si tu fais une fin des championnats merdique. Voilà, Ouais, moi, voilà. donc c'est pour ça Sa valeur va descendre. que Lille se Après, posera la il peut se question. blesser, il faut le mais il n'y a garder. pas de grand risque. Il n'est pas à l'âge où on se blesse aussi vite. Quoi. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui a la réputation d'être fragile. Je pense qu'on peut pas compter sur ça pour éventuellement que sa valeur puisse baisser et justifier donc un départ cet hiver. Non, moi je pense qu'il va rester jusqu'à la fin de la saison. Et c'est là que la question se posera pour lui de partir ou de rester. Mais c'est vrai que face aux gros cylindrées anglaises, et même pas forcément les gros cylindrées, même une équipe de milieu de tableau anglaise est capable de donner le gros chèque qui va faire flancher Lille. Hein. Il n'y aura pas de Cannes cette année au mois de janvier, puisque le calendrier de la Coupe d'Afrique des Nations a été adapté. Ouais. Ça sera en fin de saison. C'est pas là la chance de Lille, par exemple, d'un club comme Lille, de conserver certains de ses meilleurs joueurs, en l'occurrence un Nicolas Pépé qui est ivoirien, et de justement profiter de lui pour avancer dans la saison et consolider ce bon début de saison dès la reprise au mois de janvier, malgré l'hiver. Ouais, non, mais c'est certain que Lille doit conserver, parce qu'ils ont beaucoup de joueurs qui sont d'origine africaine, ça date pas d'aujourd'hui. Et c'est un modèle qui marche très bien à Lille. Je crois que tu avais Diambars aussi qui avait réussi à dénicher des joueurs, Idrissa Gueye à l'époque, etc. Donc, même avec la CAN en plein milieu de saison, ils ont toujours réussi à s'adapter. Mais là, effectivement, c'est un argument de plus, et pour regarder les joueurs, et en même temps pour se servir d'eux, pour qu'ils puissent se montrer et pouvoir les revendre à un bon prix, quoi. Messieurs, vous avez été très très complet sur cette partie football. On va rentrer dans le dur maintenant, ça va cogner entre vous, j'espère pas quand même, mais au moins verbalement, Nous sommes des gentlemen. avec bien sûr le mode pressing. Time Sport, le mode pressing. Ça va cogner, vous avez compris de quoi on va parler maintenant. Évidemment, on vous a gardé le meilleur pour la fin. Alors, ce combat du siècle, Conor McGregor contre Khabib Nurmagomedov, le russe. C'était chaud, très chaud. Un peu décevant quelque part peut-être au moment du combat dans le ring, et après ça a été bouillant. On va justement en parler. Tout d'abord, le combat en lui-même. Vivien, par exemple, tu as vu le combat, ou au moins quelques images. Qu'en as-tu pensé? Nurmagomedov trop fort face au revenant McGregor? Il a vraiment mis en difficulté, notamment avec ses soumissions, parce que McGregor, lui, il est beaucoup plus à l'aise dans les enchaînements pieds et poings. Notamment, il a un coup qu'il aime bien mettre sur la tête. C'est un peu ce qu'il avait fait quand il avait boxé Mayweather. Mais non, j'ai vu que ce Russe-là, il a vraiment dominé. Et dès qu'il a pu le coincer près d'une partie de la cage, en soumission, je pense qu'aucun de nous n'aurait pu se débattre non plus. Donc c'est vrai qu'il était très très fort. Moi, je peux vous dire que j'aurais rien pu faire. Rudy, qui est beaucoup plus grand que moi, tu aurais pu te défendre peut-être, mais tu as vu quand même, il a été souvent au sol, le père McGregor. C'était la tactique de Nurmagomedov, il voulait l'amener au sol pour le terminer. C'est ce qu'il a réussi à faire. Ouais, tu vois, le centre de gravité, ça fait toute la différence. Et ce truc, il le maîtrise, parce qu'une des bases de combat de Khabib, c'est le judo. Et à l'inverse, effectivement, McGregor, il est plus fort au poing et au pied. Donc lui, une technique plus, taekwondo, tout ce que tu veux, karaté. Donc c'est ça, en fait, qui a fait la différence. Mais surtout, ce qui a fait perdre McGregor, c'est pas tant sur la technique ou sur les points ou ce genre de choses. Non, ce qui a fait perdre McGregor, c'est tout le contexte qu'il y a autour, en fait. Cette surenchère de il n'a pas un peu trop titillé, justement. Il a pas un peu trop titillé de notre ami russe. Il a attaqué a priori sur sa religion. Il a attaqué sur son pays. Il a attaqué aussi sur ses parents, enfin son père, en le traitant lui et son père de lâche. En gros, soi-disant d'être corrompu, pour soi-disant du flirt avec le président, non même pas le russe, le président Tchétchène. Voilà, Tchétchène, Kadimov, je suis un peu ça va nous revenir, on va me le dire dans l'oreille. Tout le monde sait de qui on parle, et ça fait monter la pression. Et je trouve aussi que la Ligue, en fait, finalement, se retrouve empêtrée dans quelque chose qu'elle a voulu, c'est-à-dire elle a créé un monstre en s'inspirant des techniques de communication des boxeurs. Voilà, on fait monter la sauce, etc. Et puis après, quand ça explose,
Maintenant, ils veulent le retirer éventuellement, faire des sanctions. Peut-être même que Khabib il risque de perdre aussi son championnat, puisqu'il risque d'être suspendu assez longtemps. Donc, il a pas un peu manqué de rythme, McGregor, quand même. Il avait fait son fameux combat avec Monsieur Money Mayweather en boxe. Il avait changé de catégorie, de discipline même, et puis là, moi j'ai trouvé en manque de rythme finalement pour combattre, pour revenir et se taper le champion du monde. Différemment, je pense en fait que quand tu es autant titré, je crois qu'il a 5 titres. Je crois qu'il a 20 victoires, 5 défaites, mais c'est des défaites un peu anecdotiques, surtout si tu prends celle de Mayweather. Bon, en plus c'est hors classement. Donc je pense que tu sors un petit peu du circuit, puis tu reviens dans le circuit comme ça, en faisant monter la sauce. À un moment donné, c'est comme si tu es en train de créer une bulle, en fait, tu es en train de te mettre une épée Damoclès qui va te retomber dessus, et c'est ce qui est arrivé. Je pense que s'il avait fait preuve d'un petit peu plus d'humilité, il serait rentré dans le combat un peu différemment. Je vous demande juste un mot, messieurs, oui ou non. Vous avez envie de la voir, la revanche entre ces deux hommes? Ouais, c'est clair. Oui, bien sûr. Totalement. Et bien. Bon, et évidemment, Time Sport, c'est pas que du sport, c'est aussi de la culture. C'est Ramzan Kadyrov, le président de la Tchétchénie. On lui fait pas de publicité particulière, hein, c'est juste qu'il fallait quand même corriger. On s'est trompé, je me suis trompé tout à l'heure dans son nom. Voilà, Time Sport, c'est terminé. On se retrouve évidemment demain. On parlera bien sûr encore de football, pourquoi pas de tennis notamment, puisque je sais que le Masters 1000 de Shanghai arrive et même déjà en train de jouer. Allez, Time Sport, c'est fini, à demain. Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.